Vous êtes à bord de l'Octopus. Continuons d'explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être, reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous. Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Aujourd'hui, je reçois Laura Beauchamp. Laura est hypnothérapeute et formatrice en auto-hypnose. Lors de cette interview, Laura nous présente ce qu'est l'hypnose thérapeutique et les nombreux bienfaits de cette pratique. Elle nous transmet aussi sa douceur et son optimisme qui donnent plein d'espoir pour notre bien-être et celui de la planète. L'hypnose thérapeutique nous permet d'accéder à un état de conscience modifié et par ce biais d'aller chercher dans nos ressources intérieures ce qui peut nous faire évoluer vers plus de bonheur. Si je devais retenir quelques mots de Laura durant cette interview, c'est que nous possédons tous en nous un grand pouvoir de changer les choses. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser pour de belles métamorphoses ? Douce écoute. Salut Laura. Alors pour commencer Laura, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es déjà et puis ton parcours, ce qui t'a amené à l'hypnose progressivement? Hello à toutes et à tous. Je m'appelle Laura Beauchamp, je suis hypnothérapeute. Je pratique l'hypnose ericksonienne depuis 3 ans maintenant. J'habite à Paris, j'ai 31 ans pour la petite histoire. Je reçois en cabinet pour des séances individuelles sur différentes thématiques comme la confiance, la prise de parole en public, les phobies, le tabac, etc. J'anime également des formations d'auto-hypnose pour apprendre à se mettre soi-même en état hypnotique. Et j'interviens également en entreprise sous différents formats avec des ateliers de méditation ou encore des initiations à l'auto-hypnose ou des séances de groupe. Et depuis peu, je travaille dans le studio de méditation Bloom au cœur de Paris. Donc je donne des cours de méditation de 30 minutes tous les mardis à midi. Voilà, donc en fait c'est toujours autour de l'hypnose, c'est vraiment mon cœur de métier. J'ai également aussi des programmes en ligne pour être complètement autonome et faire ça de chez soi à son rythme pour travailler sur différentes thématiques. Ok, et du coup qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose? Comment t'as découvert un petit peu cette pratique? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à tout ça? Après mes études, j'ai travaillé 3 ans à la mairie de Paris au sein des quartiers sensibles, qu'on appelle les quartiers politiques de la ville. Au début, c'était génial parce que ça mélangeait vraiment mon attrait avec tout ce qui était social. Petite, je voulais être psychologue scolaire ou assistante sociale ou éducatrice spécialisée. Puis j'ai fait des études de sciences politiques, donc là, ça mêlait un peu les deux. Le but du jeu, c'était d'améliorer le cadre de vie des habitants en appliquant les politiques publiques d'une façon particulière en fonction de justement des caractéristiques socio-économiques de cette population. Mais finalement, avec le temps, c'est devenu de l'affichage politique. Donc, on nous demandait de mettre en place des choses qui n'étaient pas forcément en adéquation avec les réels besoins du territoire. Donc, il y avait vraiment un décalage entre ce que j'aurais aimé mettre en place et ce que je faisais factuellement sur le terrain. Donc j'y allais vraiment avec la boule au ventre, à reculons. Je me suis dit, j'ai même pas 30 ans et je suis en train de frôler le burn-out. Donc je me suis dit, ok, il faut vraiment que je change de voie. C'est plus pour moi. Enfin, mes valeurs vraiment prenaient un coup, quoi. Donc du coup, pendant 1 an, j'ai continué ce métier tout en me disant, à la fin du contrat, je pars. Et là, j'ai eu différentes idées. Je voulais faire quelque chose qui avait du sens, quelque chose de factuel, produire des choses intéressantes pour la société, on va dire. Donc je suis partie entre caféologue, ébéniste, enfin voilà, je voulais que ce soit du concret. Mais bon, je m'éparpillais un petit peu. Et puis à un Noël, j'ai rencontré des cousins éloignés qui eux sont hypnothérapeutes. Et quand ils m'ont parlé de cette pratique, ça a vraiment fait tilt. J'ai eu vraiment le gros déclic, vraiment la petite image de l'ampoule qui apparaît sur le côté de la tête. Et donc je me suis renseignée sur ce domaine-là. J'ai fait une petite formation de 2 jours juste d'auto-hypnose pour voir si ça me plaisait et j'ai été ravie. J'ai comme poussé une porte qui m'emmenait vers un autre monde assez incroyable.
Et puis j'avais mis assez de côté pour financer ces formations. Il y avait une formation qui commençait une semaine après la fin de mon contrat. Enfin bref, il y avait vraiment la voie royale. Tout était aligné pour que je saute le pas en fait. Et pour que ce soit... Enfin c'était facile pour moi. Je me suis pas pris la tête, j'ai pas réfléchi. Ouais, tu t'es pas posé de questions, tu sentais que le chemin était tracé quoi. Ce genre de gros feeling où tu dis c'est bon, c'est parti. C'est que maintenant que je me dis avec le recul, ouais, mais enfin t'es un peu folle de t'être lancée comme ça sans trop avoir réfléchi, mais bon, c'était la bonne décision a priori. Donc je me suis formée à l'hypnose, j'ai pris un peu mon temps, je me suis également formée à la PNL, la programmation neuro-linguistique, à la psychopathologie, et puis j'ai fait aussi quelques formations de soins énergétiques. Puis bon, à un moment, je me suis dit, Laura, faut arrêter de se former là, parce qu'en fait, maintenant, il faut commencer, il faut se lancer vraiment. Je pense que je multipliais un peu les formations pour retarder le moment où j'allais ouvrir un cabinet. Et donc, du coup, voilà, ça fait 3 ans que j'ai créé mon entreprise maintenant. Et que tout se passe super bien, donc tout se développe comme je l'espérais, donc je suis ravie. Donc ça m'est tombé un peu dessus par hasard, entre guillemets, même si je savais qu'il fallait que je change de travail, j'avais pas du tout ça en tête. Et voilà, aujourd'hui c'est une pratique qui fait partie de ma vie. Je fais de l'auto-hypnose quasiment tous les jours, et puis je pratique l'hypnose aussi tous les jours, puisque j'accompagne différentes personnes avec cet outil. D'accord. Et avant la rencontre avec tes cousins, t'en avais jamais fait? C'était quelque chose qui est arrivé vraiment comme ça au cours d'une discussion et qui t'a paru évident? Ouais, j'en avais jamais fait, j'avais jamais fait même de séance avec une ou un hypnothérapeute. Je connaissais l'hypnose de spectacle, vite fait, ce qu'on voyait un petit peu à la télé. Bon, voilà, mais c'est vrai que j'avais aucune connaissance de cette pratique. Je savais que ça existait, j'avais pas d'a priori négatif ou positif sur la chose. Ok. Ouais. Et du coup, t'as pas eu de peur ou des envies de faire demi-tour pendant cette transition un peu de vie? Ça a été assez fluide et évident pour toi de continuer là-dedans une fois que t'as mis les pieds dans ta formation, etc. Ça m'a plu tout de suite, vraiment. Enfin, le feeling que j'avais eu à la courte formation d'auto-hypnose s'est confirmé de jour en jour dans les formations plus longues que j'ai fait pour devenir hypnothérapeute. Les seuls freins, c'était juste dans ma tête. Est-ce que tu vas gagner assez d'argent pour payer ton loyer? Est-ce que tu vas être une bonne hypnothérapeute? Est-ce que tu as les capacités pour accompagner des gens vers un mieux-être? C'était plutôt ça qu'un doute sur l'hypnose, la thématique choisie en tant que telle. D'accord. Ouais, après c'est plus ce que tu disais, faire plein de formations pour se sentir légitime et accompagné, etc. quoi. Et de toute façon, cette légitimité, tu l'acquiers avec l'expérience en fait. Tout à fait, ouais. Et c'est normal. Voilà, faut ça remet un peu de patience et de bienveillance avec soi-même. Et tout ça, on l'apprend en formation. On travaille énormément sur soi. Il y a vraiment un avant et un après. Et c'est ça qui fait qu'après, t'as plus d'armes, entre guillemets, ou d'outils pour aborder justement cette reconversion. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'hypnose? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que on peut voir par exemple de l'hypnose de spectacle, mais l'hypnose thérapeutique, qu'est-ce que c'est? Comment tu l'expliques, toi? Quelle est ta définition? Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de clichés ou d'idées reçues sur l'hypnose. Donc l'hypnose thérapeutique, comme tu as dit, là, tout le monde est réceptif à ce type d'hypnose puisque c'est un état naturel, contrairement à l'hypnose de spectacle, où là, ça va être un autre type d'hypnose qu'on appelle deep et speed hypnose. Donc, c'est très vite et très profond. On emmène la personne dans cet état hypnotique, où là, il y a que vraiment 10 à 20% de la population qui va être réceptif à ce genre d'hypnose. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Même si ça reste de l'hypnose, on va pas faire les mêmes choses. En cabinet, ça n'a aucun intérêt de faire danser quelqu'un sur la Macarena ou faire la poule, hein, on est d'accord. Donc, l'état hypnotique, c'est un état de conscience modifié. Ça veut dire que vous restez conscient. On n'est pas inconscient, on ne dort pas. Ce n'est pas l'hypnotiseur qui a le contrôle sur notre cerveau. J'entends sur vous, j'ai peur de perdre le contrôle, de dire ou de faire n'importe quoi. Rassurez-vous, vous ne ferez pas n'importe quoi. Donc, état de conscience modifié, donc on reste toujours conscient, mais on a accès à son inconscient. L'inconscient, faut le voir vraiment comme la partie qui est bienveillante en nous, qui est illimitée, cette partie qui connaît tout de nous, puisqu'elle a tout engrangé depuis notre naissance. La partie inconsciente, elle se souvient de toutes les infos, toutes les expériences qu'on a vécues.
Donc, le but du jeu en hypnose, c'est pas d'aller fouiller dans le passé, même si clairement on peut faire des régressions en âge pour aller se voir à soi-même à 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. Mais c'est surtout de se connecter à ce grand réservoir de ressources. Par ressources, j'entends des qualités, des compétences, des acquis, des forces, confiance en soi, motivation, courage, patience, sérénité. Un des présupposés de base de l'hypnose ericksonienne. Donc l'hypnose ericksonienne, c'est l'hypnothérapie la plus répandue en France en tout cas. Milton Erickson, c'est un psychothérapeute américain des années 30 qui a vraiment beaucoup œuvré pour démocratiser, pour créer, renforcer cette thérapie, quoi, en gros. Il faut simplement se dire qu'un des présupposés de base de l'hypnose ericksonienne, c'est chacun a toutes les ressources en soi pour évoluer dans le sens qu'il désire. Ça veut dire que tout ce dont on a besoin pour être heureux, en fait, on le possède déjà en soi. On a cette tendance parfois, même souvent, à aller chercher le bonheur à l'extérieur, alors qu'en fait, tout est ici. C'est un peu comme dans la nature, on a tendance à créer plein d'autres choses nouvelles, alors qu'en fait, tout est déjà dans la nature, tout ce dont on a besoin en tout cas. Elle est un peu bateau, cette phrase, ça semble toujours un peu niais de dire, voilà, on a tout en nous pour être heureux. Mais en fait, c'est vrai, et dès qu'on conscientise cette idée, il y a vraiment un poids qui s'enlève des épaules, on se dit que tout est possible. Même si certaines ressources semblent inatteignables, ou on ne sait pas où elles sont endormies, enfouies, cachées, on ne sait pas, mais elles sont là. D'où l'intérêt justement d'aller se connecter à cet inconscient par le biais de l'état hypnotique pour aller choper ces ressources, les réactiver et pouvoir en profiter au quotidien. Il y a des gens qui me disent, moi j'ai pas confiance en moi, j'ai jamais eu confiance en moi. En fait, c'est faux. Forcément, dans ta vie, tu as déjà eu confiance un tout petit peu en toi. Cette ressource, elle est enfouie en toi. On va juste aller la chercher, la rebooster pour pouvoir l'appliquer à tous les autres pans de ta vie, tous les domaines de ta vie. Donc voilà, en fait, avec l'hypnose, on ne change pas le monde ou les gens qui vous entourent. Ça, ce serait vraiment de la magie pour le coup. Mais il n'y a rien de mystique dans l'hypnose. C'est simplement se changer soi-même, en fait. Pouvoir aller à la recherche de ses ressources, ses réponses, ses nouvelles solutions. C'est notre inconscient qui bosse pendant la séance, hein. Il va pouvoir mettre en place peut-être des nouvelles stratégies, des nouveaux comportements ou des nouvelles façons de faire, d'entendre, de réagir, de communiquer. Enfin, c'est vraiment cette super capacité qu'on a en nous de changer de prisme, changer de regard sur les choses qui nous entourent, que ce soit les gens, la vie, nous-mêmes, hop, on change de perception. Pour une phobie, par exemple, quelqu'un vient parce qu'il a peur des chiens. En fait, après la séance, le chien sera toujours le même. C'est pas le chien qui a changé, mais c'est la perception qu'on a de ce chien qui, elle, a changé. Avant, on avait peur. Peut-être que maintenant, on les adore ou que c'est neutre, peu importe. Mais c'est nous qui avons changé. Et c'est ça qui est fabuleux avec l'outil. C'est, voilà, en fait, on est notre propre terrain d'expérimentation et on est capable d'évoluer, d'ajuster les choses. Que ce soit sur notre façon de faire, nos comportements, nos croyances, nos habitudes. Il n'y a rien de figé dans la vie, on peut tout changer et c'est ça qui est chouette. Tu reprends vraiment le pouvoir sur ta façon d'être, de faire et du coup quand tu vas chercher dans cet inconscient, tu le ramènes au niveau conscient. Par exemple, tu parlais de la confiance en soi. Ça va être quelque chose que tu vas chercher dans tes ressources inconscientes qui va être ensuite dans un niveau conscient pour pouvoir en profiter. Ouais, pour pouvoir l'expérimenter au quotidien en fait. Forcément, ta confiance, elle est là, elle est peut-être cachée au niveau de ton inconscient et d'aller la rechercher, comme tu dis, de l'installer, de bien l'ancrer en toi, de faire une place aussi tout simplement parce que parfois on a tellement de choses dans la tête qu'on n'a pas de place pour des choses positives, donc c'est aussi l'occasion de faire un gros nettoyage émotionnel. Tu vas pouvoir ensuite au quotidien t'en servir dans les moments où tu en auras besoin, que ce soit au travail, dans tes relations amoureuses ou peu importe. Ouais, ok. Et tu parlais là de l'hypnose ericksonienne. Est-ce qu'il existe d'autres types d'hypnose thérapeutique où ça va être la principale qu'on va trouver aujourd'hui? En France, c'est la principale. Après, aux États-Unis, ils vont plus utiliser l'hypnose hellmanienne. On appelle ça aussi l'hypnose classique. C'est avec des scripts, en fait. Les hypnothérapeutes vont lire des scripts. Donc, ça va pas être du sur-mesure, comme avec l'hypnose ericksonienne, où là, en fait, on va vraiment adapter en fonction de ce que la personne nous apporte. Utiliser ses expressions, ses métaphores. On fait du sur-mesure. Alors qu'avec l'hypnose hellmanienne, en fait, comme ils lisent des scripts, c'est du prêt-à-porter, on va dire. Okay. Voilà, c'est en ça que c'est différent. La position va être un peu plus haute pour justement l'hellmanienne, la position du thérapeute, j'entends.
C'est-à-dire qu'il va se positionner plus comme un médecin, un médecin, il a une position haute, c'est lui qui sait. Alors que nous, en hypnose directionnelle, on va avoir une position basse en tant que thérapeute. Nous, on sait que la personne en face de nous qui vient nous consulter, elle sait, même si elle sait pas encore, nous, on sait qu'elle sait. Et c'est pas nous qui faisons à sa place, on l'accompagne à trouver ses solutions, ses réponses. Tout à l'heure, comme je te l'ai dit, c'est vraiment l'inconscient qui bosse pendant la séance. Nous, on ne fait qu'accompagner, on montre le chemin. Et c'est vraiment l'inconscient qui sélectionne ce qui va être le meilleur pour soi, en fait. Parce qu'en fait, ce qui va être bon pour moi va pas forcément être bon pour la personne que j'accompagne. Donc c'est hyper important en tant qu'hypnothérapeute de un peu venir avec une carte du monde blanche à chaque séance. Moi, je mets toutes mes valeurs, mes croyances, mes principes de côté et je m'adapte à la personne que je reçois. Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment ça se passe au niveau du cerveau, un petit peu plus, le fonctionnement de l'hypnose au niveau physique et psychique? Est-ce qu'il y a une explication qui peut être simple et comment dire vulgarisée? Alors bon, moi je suis pas dans les neurosciences, je suis pas médecin, docteur, etc. Mais basiquement en fait, on va dire que dans notre cerveau, on va avoir des connexions neuronales, des connexions, des ancrages. Des habitudes, tout simplement, un peu comme des autoroutes. Moi, je vois ça comme des routes dans mon cerveau. On a des habitudes, par exemple, on va dire quelqu'un qui va être stressé en prenant la parole en public, il va avoir la scène avec tout son auditoire devant lui, paf, cette image, ça va générer du stress, de l'anxiété, la petite voix qui mouline dans la tête, t'es nul, tu vas te tromper, la sueur, etc. Tout ce que ça peut engendrer. Donc, en fait, cette image, hop, l'autoroute, là on est directement à ce comportement, cet état désagréable. Là l'idée ça va être de créer une nouvelle route sur le côté ou en tout cas ailleurs, qui va l'amener à peut-être rester calme, avoir la voix posée, la vision qui est bien nette. Souvent la vision elle se trouble quand on a un peu peur en public comme ça de s'exprimer. Donc en fait on va aller créer une nouvelle voie, un nouveau petit chemin. Alors peut-être qu'au début ce chemin il sera moins rapide que l'autoroute qu'on avait l'habitude d'emprunter. Il y aura des cailloux donc ça va être un peu plus inconfortable. Mais en fait plus on va prendre ce chemin et plus il va s'élargir et plus ça va être facile pour nous après d'avancer et ça va complètement venir remplacer l'autoroute d'avant qui était complètement inefficace pour nous. L'idée ça va être de créer de nouvelles connexions bien plus pertinentes et efficaces pour soi. Voilà en gros. En fait, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place avec l'hypnose puisqu'on va vraiment aller puiser dans l'inconscient, donc des peurs inconscientes ou des blocages ou des freins inconscients auxquels on n'a même pas accès consciemment. On sait même pas que c'est ça qui va nous bloquer. Donc comme on explore l'inconscient, parfois on va se rendre compte de certaines choses. On n'a même pas à changer de chemin sur l'autoroute, mais on va juste voir qu'il y a un obstacle, une barrière sur cette autoroute qui inconsciemment nous empêchait d'atteindre notre objectif. C'est ce qu'on appelle l'intention positive ou le bénéfice caché, c'est-à-dire que on va avoir un avantage à rester dans une situation qui nous déplaît. Ça va nous servir à quelque chose. Ou au contraire, ça va nous éviter de faire un truc qu'on a peur de faire. Il va forcément y avoir un petit truc positif dans un comportement négatif, que ce soit fumer, trop manger, mal dormir, certaines douleurs, voilà, il y a une partie en nous qui est complètement ok avec ça. Elle est ni méchante ni malveillante. Elle pense juste nous protéger ou nous apporter du positif. Elle sait pas que il y a d'autres façons de faire bien plus efficaces pour elle et pour nous. Ou à l'inverse, ça peut être un risque à atteindre son objectif et donc à quitter cet état présent. Et on peut avoir des conséquences négatives à atteindre son objectif, à changer et à relever le challenge que l'on s'est posé. Par exemple, le risque de gagner en confiance, certaines personnes pensent que du coup elles vont avoir la grosse tête et qu'elles vont plus savoir se remettre en question et qu'elles vont être déconnectées de la réalité. Bon ça c'est l'intention positive de rester avec un manque de confiance, à être sûr que voilà, je vais pas piétiner les autres, je suis quelqu'un de gentil, de respectable et au moins je prends pas trop de place. Mais en fait, on peut gagner en confiance et respecter les autres. Ouais. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc en fait, ça va être aussi d'aller rassurer ou réconforter ou donner des informations à certaines parties en nous qui ont pas toutes les bonnes informations. Ouais, souvent, il y a plein de choses qu'on s'empêche de faire et on le sait pas forcément, mais c'est vraiment des peurs qui sont derrière et dont on n'a vraiment pas conscience. Ouais, exactement. Tout ce qui est problème d'estime de soi, souvent, c'est la peur de l'abandon ou la peur de ne pas être aimé, alors que les gens se disent consciemment, non, moi j'ai pas été abandonnée, j'ai plein d'amis, j'ai une famille qui m'aime, non.
Sauf qu'en fait, en creusant, si, il y a souvent cette peur-là. C'est pas à Ouais. chaque fois, mais ce sont des peurs inconscientes, hein, vraiment des freins qui nous limitent au niveau du conscient, mais tout se passe au niveau inconscient. D'où l'intérêt vraiment d'aller creuser dans l'inconscient pour voir ce qui s'y passe. On a plus de 60 000 pensées par jour qui nous traversent l'esprit, et on serait conscient que de 5% de ces pensées. Donc imaginez tout ce qui se passe au niveau inconscient à explorer, c'est fabuleux, quoi. Et cet inconscient, ça peut être des choses qui sont relatives à notre enfance, mais des choses aussi qui viennent d'autres générations, de choses comme ça. C'est illimité. Quoi. Ouais, ça peut. Voilà, après, selon les croyances, il y a des gens qui croient aux vies antérieures, d'autres non. Là, peu importe, c'est pas le sujet, mais on peut se dire qu'il y a aussi d'autres choses, de la vie intra-utérine, de plein d'autres choses en fait. L'inconscient, vraiment, il est illimité, lui, donc il absorbe tout, 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 tout. Et pour quel type de problématiques les gens viennent souvent te consulter? Est-ce que des fois ils viennent sans problématique? Ils sentent qu'ils ont besoin de consulter quelqu'un, l'hypnose les attire et finalement vous définissez la problématique peut-être ensemble dans ta pratique au quotidien et le plus souvent abordée ou comment c'est amené? Alors c'est vrai que ça arrive que parfois certaines personnes sont vraiment dans le flou, elles savent juste que ça va pas, mais elles savent pas ce qui va pas, d'où l'intérêt justement de venir. Parce que soit juste en discutant avec la phase d'anamnèse, donc c'est la détermination d'objectifs, on arrive à mettre le doigt sur ce qui va pas ou ce sur quoi il faudrait travailler. Et parfois ça reste flou et on se dit bon bah on fait une séance un peu à l'aveugle et on va aller voir dans ton inconscient ce qui s'y passe. Et souvent après la séance c'est bien plus clair et là on a des pistes de travail pour bosser. Je parle de la phase d'anamnèse puisque donc en fait une séance d'hypnose ça se présente comme ça. Dans un premier temps, j'explique à la personne quels sont les mécanismes de l'hypnose, comment ça fonctionne pour qu'elle puisse voir quel rôle elle a joué dans ce processus. Ensuite, on détermine l'objectif puisque la personne vient avec une situation inconfortable ou une problématique. On transforme cette problématique en objectif qui doit répondre à différents critères assez précis. Et ensuite, on passe à la phase, à proprement parler, d'hypnose, avec les yeux fermés ou pas d'ailleurs. Et puis hop, on glisse dans l'état hypnotique et on travaille sur l'objectif qu'on a bien déterminé ensemble. Et donc parmi les objectifs que je vois souvent, ça va être sur le sommeil, s'endormir facilement, avoir un sommeil réparateur, gagner en confiance, améliorer son estime de soi. Il y a pas mal aussi pour l'arrêt du tabac, parce que c'est hyper efficace. Pour la gestion de son poids, les troubles du comportement alimentaire. Il peut y avoir pour des problèmes de peau qui ne sont pas résolus avec la médecine traditionnelle. De l'eczéma, de l'acné qui persiste. Et souvent, c'est lié au stress. Donc, si on joue sur son stress, ben, forcément, ça va se voir sur la peau. C'est vraiment assez large, en fait. Ça peut être aussi sur les blocages sexuels, les troubles de l'érection. En fait, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise est-ce que vous faites cette thématique-là? Et moi je dis je suis assez honnête, hein, je l'ai jamais traité, mais allons voir et puis on verra ce que ça peut donner. Hein. Sur des problèmes de jalousie, bon, souvent c'est de l'estime de soi qu'il y a derrière. J'ai un monsieur qui était venu me voir pour la maladie de Parkinson, donc là clairement je lui avais dit je peux pas vous dire que ça va la soigner, hein. On va faire des tests, on va voir. Et puis ce qui était fou c'est que pendant la séance il tremblait plus du tout. Et après la séance donc évidemment, ça n'a pas soigné, guéri cette maladie, mais il tremblait beaucoup moins et son élocution était bien plus fluide et un sommeil de meilleure qualité. Donc ça a quand même amélioré son bien-être et il a fait 2 séances et ça lui permet de vivre cette maladie quand même plus agréablement, entre guillemets. Donc c'est vraiment large, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a des problématiques où parfois tu dis là c'est pas de mon domaine de compétence, c'est du domaine de compétence d'un généraliste ou de la médecine traditionnelle où en général tu peux quand même accompagner un petit peu Après, ça va être en complémentarité. Ouais. En complément, j'ai eu pas mal de femmes là qui viennent pour des parcours FIV, par exemple. Donc c'est pas moi clairement, enfin c'est pas l'hypnose qui va faire en sorte que ça a fonctionné, mais en fait le fait de prendre soin de soi, de prendre un temps pour elle, de gagner en sérénité et en calme, ben ça favorise les chances que ça fonctionne. Donc c'est un petit bonus qu'elle s'offre et ça permet de vivre cette phase qui est quand même, qui peut être douloureuse et inconfortable pour la maman comme pour la personne qui l'accompagne, s'il y a une personne qui l'accompagne.
Pareil pour les cancers du sein, j'ai reçu aussi beaucoup de femmes qui avaient subi un cancer du sein et pour travailler sur se réapproprier sa féminité, son corps, regagner en confiance, à la fois en soi et en la vie, tout Ouais. simplement. C'est quelque chose qui a aussi été d'une grande aide, voilà. Mais après, évidemment, ça ne vient pas remplacer une chimiothérapie ou autre, quoi. Mais c'est toujours j'imagine le lien qui existe entre corps et esprit, Ouais, dans le sens où ton esprit influence ta santé physique et ta santé physique peut aussi influencer ta santé psychique. Mais et j'imagine que exactement. l'hypnose aide énormément à ça quand il y a des problèmes physiques, même parfois graves. Ouais. Un des autres présupposés de base de l'hypnose ericksonienne, c'est vraiment le corps et l'esprit font partie d'un même système. Donc prendre soin de l'un, c'est prendre soin de l'autre. Il n'y a rien de superficiel à prendre soin de soi, de son corps. Ça va faire du bien à l'esprit et vice-versa en fait. Donc si on a un mental d'acier, on va plus facilement guérir d'une maladie que si on est clairement le moral à zéro, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment maximiser ses chances de guérir, quoi, d'aller mieux. Et au niveau des sensations pendant l'état Mm. hypnotique, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se posent la question de comment ils se sentent pendant cet état hypnotique. Quels sont tes retours, toi, par rapport à ça? Alors c'est assez personnel parce qu'on est vraiment tous uniques là-dessus. Et d'ailleurs, je précise que en fait, l'hypnose, c'est un état naturel. Donc même si vous avez jamais fait d'hypnose et que vous nous écoutez là, en fait, vous savez déjà ce que c'est, la sensation d'un état hypnotique. Environ toutes les 90 minutes dans la journée, on bascule naturellement dans cet état de conscience modifié. Il y a des gens qui vont dire j'étais dans la lune, d'autres sur les nuages, d'autres j'ai bugué. En fait, c'est plein d'expressions pour juste qualifier l'état hypnotique. C'est une sensation très légère d'être à la fois ici et ailleurs. Il y a des gens qui vont se sentir un peu cotonneux, flottants. D'autres au contraire, ça va être très lourd. D'autres, ça va être juste des picotements dans la main ou d'autres des fourmis dans la jambe. Chacun a ses petites sensations. On a aussi une distorsion du temps, c'est-à-dire qu'on a du mal à se dire combien de temps on est resté dans cet état hypnotique. Moi, très souvent, je leur demande à la fin, voilà, vous pensez que ça a duré combien de temps? Et très souvent, c'est la moitié du temps qui s'est écoulé, en fait. Ils ont l'impression que c'est passé carrément plus vite que le temps réellement écoulé. Après, dans tous les signes extérieurs de transe hypnotique, on peut avoir le papillonnement des paupières, les mouvements oculaires derrière les paupières, un affaissement un peu de la posture puisqu'on se détend, donc souvent le corps se décale un peu, les traits du visage qui se lissent complètement, donc vraiment ça fait un lifting naturel, hein, des traits de poupée, de poupon. La lèvre supérieure qui va se gorger de sang parce qu'elle se détend, donc gonfler un petit peu, changement de couleur, changement de la respiration. Voilà, il y a plein de petites sensations que peut-être vous, en tant que hypnotisé, vous ne sentez pas, mais que nous, on peut voir en tant Ouais. qu'hypnothérapeute à l'extérieur et qui nous permet de voir que, c'est bon, la personne est bien dans cet état hypnotique, on peut passer au travail avec l'inconscient. Donc voilà, il y a vraiment différentes sensations par rapport à l'état hypnotique. Et dites-vous, voilà, c'est un état naturel. Ça peut arriver, par exemple, quand vous conduisez, vous savez, sur un trajet qu'on connaît bien, on arrive à destination, puis c'est un peu comme si on sortait de sa bulle, on se dit mince, je suis déjà arrivée, c'est presque un peu flippant parce qu'on se dit j'étais où? On dormait pas, on n'était pas inconscient, mais pourtant on était un tout petit peu ailleurs. Et là ça vous prouve bien que l'inconscient il est bienveillant avec vous, il vous protège, hein, il connaît la route, il sait qu'il faut s'arrêter au feu rouge, qu'il faut tourner à droite ou à gauche selon le chemin que vous empruntez. Voilà, vous pouvez vraiment lui faire confiance. On est en pilote automatique dans ces moments-là, mais ça peut arriver aussi si vous conduisez pas sur un trajet à pied, hein. On va au métro et puis on se dit mince, je suis déjà arrivée. Je sais même pas par quelle rue je suis passée, mais en tout cas j'y suis bien. Ou quand on claque la porte, on sait pas si on a refermé à clé. Quand on remonte, à chaque fois, la porte, elle est fermée à clé parce que Ouais. l'inconscient, il sait que pour être en sécurité, il faut fermer sa porte à Ouais. clé. Ça peut arriver aussi quand on lit un livre, on suit bien les lignes avec les yeux et puis arrivé en bas de la page, on est incapable de dire de quoi traite cet extrait. On peut même s'y reprendre 2, 3 fois et on sait toujours pas. On est un petit peu ailleurs. Voilà, ça c'est vraiment juste ça l'état hypnotique. Donc vous avez déjà forcément expérimenté une de ces situations au quotidien. C'est juste ça. On s'en fait toute une histoire parce qu'on a justement l'image de l'hypnose de spectacle où on a l'impression que la personne est quasiment possédée par l'hypnotiseur, ce qui est bien sûr complètement faux. Donc voilà, c'est vraiment très léger, très naturel. Pendant une séance d'hypnose,
Vous entendez toujours le son de ma voix, vous savez toujours que vous êtes ici, mais vous êtes un peu ailleurs. Il y a des gens qui vont se rappeler de toute la séance. Il y en a d'autres qui vont perdre un petit peu quelques bouts, mais peu importe. Ça n'a pas d'incidence sur la qualité du travail puisque c'est une thérapie qui se fait avec l'inconscient. On n'a pas besoin du conscient, donc même si le conscient lui se souvient pas de tout, l'inconscient lui se rappelle de tout. Et est-ce que tout le monde a la même sensibilité par rapport à l'hypnose? Est-ce qu'on est tous réceptifs à cet état hypnotique? Alors on est tous réceptifs à l'hypnose thérapeutique puisque vous voyez, vous le faites déjà tous les jours tout seul dans votre voiture ou dans votre lit en lisant un livre. On est tous réceptifs, mais effectivement il y a des degrés de réceptivité qui vont être plus ou moins fortes. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 10 à 20% de la population qui va être réceptif à l'hypnose de spectacle, donc speed et deep hypnose. Donc là c'est les personnes qui vont partir très vite en transe hypnotique. Et puis le reste, ça va être un peu plus lent. On va dire les 80 autres pourcents. On va dire que le plus long, c'est 10 minutes. Enfin, en tout cas, de ce que j'expérimente en cabinet, on va dire. Et puis le plus rapide, ça va être 2 secondes, en fait. Il y a des gens qui partent très vite. Et ce qui est drôle, c'est que il y a des gens qui se disent vraiment, moi, je suis très dans le contrôle, j'arrive pas à me détendre, le lâcher prise, c'est pas pour moi. Très souvent, c'est les personnes qui partent le plus vite, puisque, en fait, là, leur cerveau, il est une brèche pour juste se calmer 2 minutes, se détendre, donc il l'apprend quoi, carrément. Rassurez-vous, moi ça fait 3 ans que j'exerce ce métier, j'ai dû recevoir 500 personnes, peut-être même un peu plus. Jamais j'ai dû arrêter une séance en disant désolé monsieur ou madame, on doit arrêter là, ça ne fonctionne pas. Et il y a je me posais la question aussi de savoir s'il y avait des pathologies, par exemple, avec lesquelles il fallait être vigilant quand on faisait de l'hypnose. Est-ce qu'il y a des limites ou des dangers à éviter quand on se lance dans cette pratique? En fait, les contre-indications pour l'hypnose, ça va être les personnes qui sont atteintes de bipolarité ou de schizophrénie. Puisque l'état hypnotique, ça peut amener à une certaine dissociation, cette sensation d'être à la fois ici et ailleurs. C'est pas du tout recommandé de faire de l'hypnose avec des personnes schizophrènes ou bipolaires, puisqu'elles sont déjà dissociées. Donc il y a un risque de décompenser pendant la séance. Mais sinon, il n'y a pas d'autres contre-indications, même pour l'âge. Vraiment, c'est pour tout le monde, quoi. C'est un outil qui est naturel, en fait. On a retrouvé les premières traces de l'hypnose, c'est sur des stèles en Égypte, 3000 avant Jésus-Christ, je crois. Voilà, et donc c'est vieux comme le monde en fait. Je me posais aussi la question du choix du praticien. Aujourd'hui, on peut trouver des hypnothérapeutes sur internet, etc. Mais comment choisir un hypnotiseur finalement, parce que c'est pas forcément évident. On est un petit peu perdu aussi dans quel thérapeute choisir, qu'est-ce qu'il faut vérifier, est-ce que je peux vraiment faire confiance, tu conseillerais quoi Moi, ce que je recommande aux personnes qui me contactent et qui me disent j'habite dans le sud, je voudrais bien venir vous voir, mais je peux pas, c'est trop loin. Et je connais personne, parce que le meilleur, en fait, ça serait d'avoir du bouche à oreille, que quelqu'un que vous connaissez, à qui vous faites confiance, vous dise voilà, j'ai été voir cette personne, ça c'est le top. Mais quand ce n'est pas le cas, vérifiez où est-ce que la personne s'est formée. Moi, je leur dis souvent, si la personne est formée chez Synapse ou l'Arche ou l'IFHE, ce sont des instituts de qualité qui sont connus et reconnus. La pédagogie qui est dispensée est bonne. Donc, normalement, les gens qui sortent de ces instituts sont bien formés. Attention, ça ne veut pas dire que si un thérapeute sort d'un autre institut, il est mal formé. C'est pas du tout ce que je dis. Mais en tout cas, ces 3-là, je les connais. Et j'y suis allée. Donc, je peux en témoigner, on va dire. Donc, voir où est-ce qu'il a été formé. Aussi voir les avis Google. Alors, on peut toujours se dire, oui, c'est peut-être toute sa famille qui a mis des avis Google, mais en général, ça sent ce genre de choses. Donc, allez voir les avis Google. Et puis également, regardez s'il fait partie d'un syndicat ou d'une association pour voir si cette personne a l'habitude de se faire superviser, etc. Donc, sur son site internet, normalement, s'il a tout ça, les bons diplômes, le syndicat, l'association de thérapeutes, normalement, il met tout ça en avant sur son site internet. Et puis, après, c'est au feeling, On n'hésite pas à passer un petit coup de fil. Parfois, avec juste au son de la voix ou quoi, on se dit, c'est bon, c'est lui, ou au contraire, oh là là, pas du tout. Ouais, c'est super important parce que c'est des moments où on va lâcher prise, etc. Donc, le feeling avec son thérapeute est indispensable. C'est indispensable. Pour que ça fonctionne, il faut déjà être motivé, avoir l'envie d'évoluer. Ça paraît bête, mais c'est hyper important. Et de se sentir bien, effectivement, avec son thérapeute. Moi, très souvent, je leur dis, on fait cette première séance, vous voyez comment ça se passe. Si à la fin, vous sentez que ça ne matche pas, on persiste pas, vous allez perdre votre temps et pour moi, c'est pas intéressant.
Vraiment, je leur laisse la possibilité, j'impose pas un deuxième rendez-vous à l'issue de la première séance. C'est hyper important pour moi, ça les responsabilise déjà, donc ça permet aussi de renforcer leur motivation, Ouais. et puis eux de se dire, voilà, en fait, c'est moi qui choisis, je suis au cœur de cette évolution, quoi. Ok. L'hypnose, c'est vraiment ça, hein. On rend le pouvoir à la personne, enfin, il nous l'a pas donné, hein, mais parfois, ils arrivent, voilà, mon problème, tenez, faites en sorte de le solutionner. Non, 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 ça se passe pas comme ça. C'est toi qui es à la base de ton évolution. Moi, je ne fais rien pour toi, à part t'accompagner, te montrer le chemin, et à la limite, je te montre ce chemin, mais tu peux en prendre un autre s'il est mieux pour toi. Voilà, si vous avez des doutes, les avis, les formations, et passer un petit coup de fil pour sentir le feeling avec cette personne. Et du coup, tu parlais de reprendre sa responsabilité. Il y a l'auto-hypnose. Tu en parlais au tout début de ta présentation. Qu'est-ce que c'est l'auto-hypnose et quelle est la différence avec un accompagnement avec un hypnothérapeute, par exemple? Alors, l'auto-hypnose, c'est simplement se mettre soi-même et volontairement dans un état hypnotique pour aller travailler avec son inconscient. En fait, vous faites déjà tous les jours de l'auto-hypnose puisque nous glissons dans cet état hypnotique naturellement tous les jours. Mais là, voilà, c'est vraiment d'y aller volontairement en se disant je vais travailler sur cette thématique ou je vais me ressourcer, me calmer ou m'endormir. Donc du coup, c'est simplement un outil de développement personnel qu'on peut utiliser tous les jours ou juste de temps en temps. C'est pas comme la méditation où on est obligé de méditer régulièrement pour ressentir les bienfaits de la méditation. Là, cet outil, vous pouvez le mettre au placard pendant 3 mois, 6 mois, le ressortir. C'est vous qui décidez. Donc c'est simplement faire une séance tout seul. Donc on se parle à soi-même dans sa tête. On est à la fois l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Par le biais de schémas de pensée, d'exercices, on va glisser dans cet état hypnotique après avoir bien défini son objectif, bien sûr. Et puis une fois qu'on est dans cet état hypnotique, on reconnaît ces signes de transe hypnotique. Et ben là, il y a différents protocoles que je propose dans la formation, soit pour gagner en sérénité, pouvoir accentuer sa concentration, gagner en créativité, ou aider à prendre des grandes décisions, des choix de vie, hein. Est-ce que je reste vivre à Paris ou est-ce que je pars vivre à l'étranger ou en province? Est-ce que je reste dans mon travail de salarié ou est-ce que je monte ma boîte? Ce genre de grandes questions où bah voilà, parfois on est un peu dans le flou. Bah, il y a un des protocoles d'auto-hypnose qui peut nous aider justement à y voir plus clair et à prendre sa décision de façon plus confortable et plus certaine, on va dire. Ok. Encore une fois, ça balaye un peu tous les domaines que l'hypnose, enfin qu'une séance traditionnelle avec un thérapeute balaye, hein. Pouvoir s'endormir facilement. Moi, avant, je faisais plein d'insomnie. Maintenant, c'est réglé grâce à l'auto-hypnose. Et puis, ça peut être juste pour se ressourcer, se calmer, prendre un temps pour soi. Enfin, voilà, c'est assez large. Le seul truc, c'est de pas gérer des traumatismes avec l'auto-hypnose. Là, aller voir quelqu'un. Faites-vous accompagner. Tout seul, c'est une très mauvaise idée de gérer un trauma. Donc voilà, l'auto-hypnose, comme ça fait partie vraiment des outils de développement personnel, c'est aussi apprendre à se connaître encore mieux, connaître ses schémas, ses mécanismes internes, conscients et inconscients justement, pour potentiellement les changer, les adapter et mettre en place les bonnes stratégies dans notre vie. Enlever un peu toutes les barrières, tous les codes de notre société que peut-être notre famille nous ont posés et savoir en fait qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi-même, quelles sont mes envies et mes besoins profonds, puis ensuite pouvoir les honorer, les respecter tout simplement, pour être heureux dans sa vie, quoi. Ok. Globalement, c'est à ça que ça aide l'auto-hypnose. Et donc à chaque fois, il faut que tu aies un objectif clair ou tu peux te mettre en auto-hypnose aussi sans avoir un objectif très clair. Tu peux te mettre en auto-hypnose sans avoir un objectif très clair, surtout si c'est pour juste se calmer, s'apaiser ou s'endormir, t'as pas besoin d'avoir un objectif clair, précis. Après, si tu veux travailler sur la confiance en toi, c'est bien d'abord de poser ton objectif. Quand je parle d'objectif, c'est un objectif qui est vraiment déterminé par plusieurs caractéristiques et on voit ça bien sûr en détail pendant la formation. Si tu veux juste aller explorer ton inconscient, tu peux y aller un petit peu à l'aveugle entre guillemets. Moi, ça m'arrive parfois de me dire tiens, j'ai une petite boule à l'estomac, une petite boule de stress. Consciemment, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je pose pas d'objectif, c'est pas grave. Je me mets dans cet état hypnotique et je me connecte directement à cette boule de stress et j'essaie de voir en gros quel est le message derrière. Parce qu'en fait, souvent derrière un mal-être, un comportement qui est négatif ou même une douleur, il y a souvent un message à comprendre. Comme le corps, il peut pas s'exprimer avec des mots MOTS, il va s'exprimer avec des mots MAUX. Donc la petite boule au ventre,
Bah, sans auto-hypnose, elle aurait grossi, parce que j'aurais pas entendu le message, ça aurait joué sur mon humeur, mes comportements, la façon d'être avec mon conjoint ou les gens que je reçois. Alors que là, bah, très facilement, hop, j'ai pu la déloger parce que j'ai entendu son message. Pour moi, ça va être le manque de liberté, parce que je me mets dans une case qui n'est pas la mienne. Donc c'est ma partie liberté qui sonne une petite sonnette d'alarme, genre attention Laura, tu es en train de te mettre dans un truc où tu t'enfermes et c'est pas bon pour toi. Ou alors ça peut être attention Laura, là tu tires trop sur la corde, baisse le niveau de travail, prends soin de toi, ferme une journée dans ta semaine sur Doctolib parce que tu bosses trop. Mais c'est des choses, en fait, consciemment, je les ai pas. On est happé par le tourbillon de la vie. Et là, bah, en fait, c'est juste, bah, hop, je m'écoute un petit peu. Et cette séance, elle va me prendre 4-5 minutes. Hein. Donc, c'est hyper efficace et c'est rapide. Pas besoin de se mettre 1 heure dans un coin tout seul pour faire ça. Quand tu parles de capter le message qu'il y a derrière, par exemple, cette boule de stress, comment tu sais si c'est ton mental qui, des fois, peut interpréter certaines choses ou si c'est vraiment le message de ton corps? Ça, au fur et à mesure de ta pratique, tu vas le sentir en fait. C'est compliqué de le définir avec des mots, surtout quand tu l'as jamais expérimenté, mais en fait, tu le sais, tu le sens, et puis de toute façon, en fait, cette boule, tu as aucune idée consciemment de ce que c'est avant de faire ta séance, et une fois que tu es dans ta séance, c'est hyper clair, c'est limpide, je saurais pas comment te le dire. Parfois, soit je vois, ou j'entends le truc, ou je le ressens, c'est juste une intuition. C'est pas palpable, mais je sais que c'est ça en fait. Okay. Désolée, ouais. Je te donne pas une réponse très claire, mais la pratique de l'auto-hypnose, plus tu vas le faire, plus ça va être facile, plus ça va être naturel et rapide à mettre en place. C'est comme tout, en fait, c'est un apprentissage. Donc peut-être qu'au début, tu vas dire « Ah, mais est-ce que c'est mon mental, c'est mon conscient, ou c'est vraiment mon inconscient qui m'envoie un message ?» Ben en fait, plus tu vas le faire et plus tu vas ressentir la différence entre les deux. Tu vois, c'est comme si on te donnait une paire de skis, t'as jamais skié, puis t'espérais, toi, faire une piste noire dès le début, en toute simplicité. Bah non, en fait, il va falloir que tu prennes peut-être des cours, tu vas peut-être même tomber, mais tu vas apprendre plein de choses, et au final, tu vas pouvoir surfer, glisser sur ta piste, et ça va être pareil avec l'auto-hypnose, comme la méditation, comme plein de choses, en fait. Donc vraiment, s'armer de temps, de patience, de bienveillance avec soi. Tester, voir les choses, comment elles évoluent. Tiens, je pense avoir entendu ce message-là, je vais le mettre en application. Bah, ma boule, elle reste. Bon, bah, j'ai dû me tromper, mais c'est pas grave. J'y retourne et je progresse, en fait. Oui, puis c'est ce que tu disais, c'est aussi d'apprendre de plus en plus à ressentir, chose à laquelle souvent on est coupé. Ouais. On a plus l'habitude de penser et d'intellectualiser les choses, et à force de le faire, c'est vraiment ressentir, et c'est ça qui donne aussi les clés d'une auto-guérison. Exactement. À l'école, on nous apprend vraiment à nous servir de notre cerveau, analyser, compter, etc. Mais on nous apprend pas à écouter notre corps, à juste rien faire, à être, à observer. Observer sans analyser, c'est dur en fait. Ouais, c'est très dur. Enfin, en vrai, c'est facile si on le veut et si on s'entraîne. Mais, en tout cas, c'est possible. Juste là, prendre un petit temps pour soi, et comme je te l'ai dit, 4-5 minutes pour faire une séance, franchement, on les a ces 4-5 minutes dans la journée. Et si on les a pas, justement, c'est encore plus urgent de faire de l'auto-hypnose pour se caler 5 minutes dans sa journée. Quelle différence tu fais entre l'auto-hypnose et la méditation finalement ? La méditation, en fait, on va être dans l'observation de ce qui se passe en soi, autour de soi, de ses pensées, pas se laisser happer par ses pensées. Elles arrivent, c'est ok, je les accueille et je les laisse partir. Et en fait, tu vas être dans un état qui va être moins actif qu'en auto-hypnose. Puisqu'en auto-hypnose, tu vas être à la fois l'hypnotisé et l'hypnotiseur. Et donc, tu vas être dans un état vraiment très actif. Déjà, tu vas te parler à toi-même. Donc, de fait, tu vas avoir des pensées. Et tu vas t'emmener dans un état hypnotique, dans un état de conscience modifié. Alors que par exemple, la méditation de pleine conscience, c'est justement, je suis ici et maintenant. Je suis pas ailleurs. Ma conscience est démultipliée parce que j'essaye de capter tout ce qu'il y a là maintenant. En auto-hypnose, suivant les inductions que tu vas utiliser, une induction, c'est ce qui permet d'induire la transe hypnotique, tu peux utiliser par exemple la technique du souvenir agréable. Donc tu vas aller te mettre sur une plage au bout du monde, ou dans la forêt qui est à côté de chez toi et que t'adores, ou peu importe. Et donc en fait, tu vas pas du tout être dans l'ici et le maintenant, tu vas être ici et ailleurs en même temps. Okay. Donc déjà rien que ça, c'est différent. Et puis donc du coup, t'es pas dans un état de conscience ordinaire, t'es dans un état de conscience modifié, hypnotique, et là tu vas travailler avec ton inconscient. Donc tu peux venir déloger des croyances limitantes, tu peux mettre en place un nouveau comportement ou une ressource qui va t'être utile pendant la journée. Enfin, tu vas vraiment être dans quelque chose d'actif
Alors que en méditation, justement, tu vas juste être dans l'être. Enfin, tu vas tenter d'être dans l'être. Je ne fais rien. Ouais. Donc, tu vois la différence. Je vois très bien, ouais. Et donc, du coup, après une séance d'hypnose, il faut bien penser à se réorienter dans l'état de conscience ordinaire. Alors qu'en état de méditation, tu peux rouvrir les yeux assez facilement. Tu es peut-être dans un état cotonneux, mais c'est pas très grave si d'un coup tu rouvres les yeux en plein milieu de ta séance. En auto-hypnose non plus, hein, c'est pas très grave, mais du coup tu vas te sentir peut-être bien plus cotonneuse parce que tu te seras pas bien réorientée dans un état de conscience ordinaire. Ok. Je sais pas si c'est clair. Si, Ouais. c'est clair, et on voit bien la différence finalement entre cet état peut-être un peu plus passif et un autre peut-être un peu plus actif. Alors j'aime pas trop dire passif parce que là je sens qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus. Non, la méditation c'est pas être passif. Effectivement on est aussi dans un état actif puisqu'on est alerte, on est là à 100%. Mais ça va être moins actif en tout cas dans son esprit parce qu'on va pas faire des protocoles, se faire des métaphores, se parler, s'encourager, créer des choses en fait. Voilà, c'est plus ça qui va être différent. Ok, donc du coup pour rebondir sur cet état actif, l'auto-hypnose finalement c'est redevenir un petit peu acteur de sa santé et de son bien-être. Ah bah clairement là avec l'auto-hypnose t'as un outil qui est en toi où t'as pas besoin de somnifères pour t'endormir parce que souvent on me dit moi le sommeil ça va je prends des somnifères. Quand j'entends ça je me dis bah non du coup ça va pas en fait le sommeil. Mais bon après chacun fait comme il le souhaite mais le jour où tu pars en vacances et que t'as pas de tes somnifères ben du coup tu dors mal, tu ne dors pas tout simplement. Donc là t'as ton outil en toi, t'as pas besoin de chargeur pour recharger ton iPhone ou ton téléphone pour avoir ta séance d'hypnose qui te permet de t'endormir le soir. C'est vraiment autonome en fait. Et puis souvent, moi, les gens qui viennent me voir, et on est vraiment sur la fin du travail, qui ont atteint leur objectif, et ils me demandent souvent, bah, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour continuer d'aller mieux? Donc je leur conseille à la fois des livres, des podcasts, etc. Puis propose toujours évidemment la formation d'auto-hypnose puisque la prochaine fois s'il y a un petit coup de mou, au lieu de revenir me voir, de prendre rendez-vous, vous pourrez vous faire vos propres séances. Et c'est du sur-mesure encore plus que ce que je fais avec vous. Puisque là, ça va être vos mots, vos intentions, vos métaphores. C'est vous qui vous accompagnez. Alors parfois, on a besoin d'une tierce personne parce que on est trop dans son problème. Mais parfois, on peut vraiment s'accompagner. Ça dépend vraiment du degré, on va dire, d'inconfort de la thématique qui nous anime. Mais ouais, on a ce pouvoir en soi de se changer. Et c'est ça qui est fabuleux. Et l'auto-hypnose le permet très clairement. Oui, de favoriser cette autonomie vers la santé, c'est quelque chose qui est assez incroyable en fait. Qu'on aspire pour ses patients. Enfin, je sais pas, on dit patient Non, je peux pas dire patient parce que je suis pas médecin. D'accord. Donc en fait, ça serait client après client. Je trouve que c'est pas très joli. Donc je dis les personnes que j'accompagne. C'est un peu long, mais bon, voilà. Ouais, moi je suis vraiment ravie. En fait, ces journées de formation, c'est toujours un bonheur pour moi parce que bon, j'adore transmettre. Hein, c'est quelque chose qui m'anime. Et de voir en fait que ces personnes-là se disent ah là là mais j'ai tout ça en moi, j'ai ce super pouvoir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et de me dire que si tout le monde avait cet outil, ça serait tellement fabuleux puisque on apprend à mieux gérer son stress, ses émotions, donc on est plus agréable avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et donc si tout le monde fait ce petit travail ou grand et beau travail sur soi, on vivrait dans des relations et dans une société plus apaisée, plus juste, plus douce, où on se comprend un peu plus aussi les uns et les autres, puisque dans cette formation, je donne aussi pas mal d'infos sur les différences de communication qu'on peut avoir à certains niveaux en fonction des différents sens qu'on utilise. Voilà, on n'a pas tous la même carte du monde. Ça permet d'être à la fois plus indulgent et bienveillant avec soi-même et aussi avec les autres, puisqu'on comprend qu'on n'est pas du tout fait de la même manière, qu'on ne pense pas de la même façon, et que c'est pas parce que quelqu'un d'autre pense différemment que forcément il a tort et moi j'ai raison. Et ça rentre dans un truc un peu plus global de bienveillance, de vivre ensemble, d'harmonie, un truc ce vers quoi moi j'aimerais tendre en fait. Team bisounours quoi. Soyons tous heureux et tenons-nous la main autour de cette terre, formons une grande ronde et voilà. Et de fait, quand tu vas bien, t'as envie de vivre dans un monde qui va bien. Donc tu prends soin de ce monde, tu fais attention à ce que tu vas consommer, à ce que tu vas jeter. Toutes tes perceptions en fait de la vie, elles changent sur toi, sur les autres. Donc forcément, la perception du monde, de la planète, de ta campagne, de ta ville, elle change aussi. Et t'as envie d'être dans un truc qui soit doux, sain, propre, agréable en fait, parce que tu sens que c'est ce qui est bon pour nous quoi.
Et tu te rends compte de l'interdépendance entre toutes les choses, c'est-à-dire entre ton bien-être personnel, le bien-être social, le bien-être environnemental, c'est que tout communique et que c'est pas isolé. Et on a tendance des fois à croire que de s'occuper de soi, c'est peut-être un peu égoïste, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Exactement, il n'y a rien d'égoïste parce qu'en fait, déjà, tu as le droit de prendre soin de toi parce que c'est ta vie et tu la vis pour toi. Donc, c'est quand même pas mal d'être bien dans sa vie. Et puis, forcément, tu vas dégager de meilleures ondes sans rentrer dans un truc trop yoga, perchados du cosmos. Mais, enfin voilà, même Albert Einstein le disait, dans la vie, tout est énergie. L'univers, c'est de l'énergie. La matière, c'est de l'énergie. Tout est vibration. Il y a des bonnes vibrations. Il y a des vibrations neutres et il y a des mauvaises vibrations. Forcément, quand on va pas bien, qu'on est dépressif, qu'on est dans ce cercle vicieux, en fait, on dégage des mauvaises ondes. Donc, on va pas rencontrer des personnes qui vont nous élever, nous éveiller. On va pas attirer les bonnes expériences de vie. Enfin, on est dans un cercle vraiment vicieux. L'idée, c'est que ce cercle vicieux, on peut le transformer en cercle vertueux par différentes choses. L'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation, la kinésio, la sophro, enfin, chacun a son truc, ça peut être juste le sport ou n'importe quoi d'autre. Trouver un loisir qui nous anime. Et en fait, en changeant ça, forcément, on va changer soi-même, et puis on va peut-être inspirer d'autres personnes, et puis après, ça va être l'effet domino, quoi. Et vraiment, si tout le monde fait ce travail d'aller bien sur Terre, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour la planète. Exactement. Oh, je rigole, mais... faites-le pour vous. Et moi, ce qui renforce en tout cas ma motivation de toujours me dire, allez, je continue de travailler sur moi pour aller mieux, pour me libérer des croyances limitantes, des il faut, et c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Non, en fait, ce qui est bon pour toi, c'est juste de prendre conscience de ce qui t'anime et de faire en sorte que toutes les choses dans ta vie viennent prendre soin de toi et des valeurs que tu as envie de défendre sur Terre, en fait. Oui. Tout simplement. Dans les effets, quand je parlais tout à l'heure du bénéfice caché, est-ce qu'il y a un risque à atteindre ton objectif? Ce qui revient souvent, c'est mais si je change, moi, mon métier, je le fais plus. Parce qu'en gros, je pourrais plus y aller, quoi. Ça va plus coller avec mes valeurs, avec ce que du coup je serais. Et ouais, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui font des tafs parce que, il faut payer le loyer et je l'entends complètement. Je dis pas que c'est facile de changer de travail, attention, hein. Mais c'est possible en tout cas. Et de se dire, en fait, si moi j'évolue et que je vais mieux, je sais très bien que je vais pas pouvoir rester dans cette entreprise. C'est hyper révélateur. Ça veut dire que tous les jours, tu vas dans une entreprise où tes valeurs sont bafouées, en fait. Ouais. Où tu te sens pas bien. C'est horrible. C'est pour ça que je suis partie de mon ancien taf. Mais bon, je suis restée 3 ans quand même. Ouais. Donc voilà, en fait, mais déjà, rien que de mettre le doigt là-dessus, ça peut faire peur à certaines personnes, mais vraiment se dire que, c'est sortir de sa zone de confort, mais c'est que pour du mieux par la suite. Et cette zone de confort, elle porte super mal son nom, parce qu'en vrai, il n'y a rien de confortable à rester là-dedans, en fait. Enfin, si, économiquement, on se dit, si j'ai un salaire fixe, j'ai la sécurité. Souvent, c'est un besoin de sécurité qu'il y a derrière. Mais en fait, ce besoin de sécurité, on peut se l'apporter de plein d'autres manières. Et c'est ça la bonne nouvelle. Vraiment, on a cette ressource sécurité en nous. Alors oui, moi, on va me dire, c'est simple, Laura, t'étais sans enfant, célibataire. Oui, c'est plus facile, effectivement. Si j'avais peut-être eu 4 enfants, ça aurait été plus compliqué. Mais rassurez-vous, dans ma formation, il y a plein d'autres personnes qui sont formées à différents âges, différents statuts, peu importe, en fait, c'est possible. Oui, puis comme tu dis, sortir de cette zone de confort, parfois, souvent, on a des craintes qui sont assez importantes, et une fois qu'on en sort et qu'on fait les choses bonnes pour nous, on se rend compte que la vie nous apporte à l'extérieur tout ce dont on a besoin finalement. Exactement, quand t'es vraiment aligné et que t'es à la bonne place, faites confiance à la vie, l'univers, le cosmos, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, ça va être fluide. Après, il peut y avoir des embûches sur le chemin, hein. Moi je dis pas que j'ai jamais eu peur ou quoi, mais c'est à chaque fois des choses pour aller, soit pour ajuster le projet qu'on va avoir. Mince, j'avais pas prévu ça, et donc ça te pousse à créer autre chose différemment. On l'a vu pendant le confinement, le nombre de personnes qui ont fait des choses différemment parce que c'était plus possible de le faire comme avant, et qui au final, grâce entre guillemets au confinement, il y a eu plein de belles choses qui ont germé, des beaux projets, des partenariats, d'autres façons de faire qui aujourd'hui nous semblent, on se dit mais comment on faisait avant ?
Enfin voilà, Ouais. donc dans toutes les choses qui nous arrivent, on a l'impression que c'est négatif, il y a toujours du mieux après. En tout cas, on peut transformer l'essai. C'est ça qui est chouette aussi. Moi, l'auto-hypnose et l'hypnose qui m'a apporté, c'est vraiment d'avoir un esprit plus positif, d'être optimiste. Ouais. Je pense que j'étais pas négative avant, mais je le suis bien plus aujourd'hui. Le fait de changer de prisme sur les choses, de me dire que c'est possible. Il va m'arriver des trucs un peu inconfortables, des annulations ou des choses qui vont mettre un peu en péril mon activité. Avant, j'en aurais fait toute une montagne, ça m'aurait vraiment mis dans une espèce d'incapacité d'avancer, alors que maintenant, je vais m'en servir vraiment limite de trampoline pour rebondir et d'avancer, quoi. Et qu'est-ce que j'en fais Ouais. Comment ça peut m'aider à évoluer Ok, il y a un casse-tête, donc là, je vais réfléchir différemment et ça débouche toujours sur des trucs plus positifs. Alors, ça peut être inné chez certaines personnes, mais moi, vraiment, c'est un truc que j'ai travaillé. Hein. Enfin, donc, si là, aujourd'hui, vous dites, facile à dire, en fait, vous en êtes capable, c'est sûr. Faut juste le bosser, quoi. Oui, puis plus tu travailles sur toi, plus tu sais que t'as cette capacité de résilience et ça donne beaucoup d'espoir pour toi, pour tes relations, pour le monde et c'est hyper positif, en fait. Exactement. Même rien que de faire de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, comme c'est une thérapie qui te place au cœur de ton évolution, hein, c'est ton inconscient qui bosse. Moi, à chaque fois, je leur dis, me remerciez pas, remerciez-vous, vous, c'est votre inconscient qui a bossé. Et du coup, même si on venait pas pour la thématique de la confiance, ça renforce la confiance en soi, parce qu'on se dit, en fait, en quelques séances, je suis aujourd'hui capable de faire ça, de demander une augmentation, de quitter mon job, de n'importe quoi d'autre, peu importe. Je suis capable de conduire maintenant sur l'autoroute, avant j'avais peur. Mais tout ça, c'est fabuleux, en fait, de se dire juste en quelques séances, voire même parfois une séance, on a changé tout ça. C'est bien la preuve que tout était en vous. Moi, j'ai rien. C'est vous, quoi. Donc, ça donnait les clés pour ouvrir les portes, quoi. C'est ça. Donc là, c'est vraiment gagner en autonomie et en liberté, quoi. Plus on va être libre, plus on va pouvoir avancer sereinement dans sa vie, en fait. Je crois que on va conclure sur cette très belle phrase. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour la fin de cette interview, quelque chose qui te tient à cœur en particulier ou Vraiment, au risque de me répéter, c'est vraiment, dites-vous que vous avez cette incroyable capacité en vous de changer les choses en vous et donc in fine autour de vous. Et donc vraiment, n'hésitez pas à la saisir, cette chance de travailler sur vous. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez un comportement qui vous enquiquine ou une façon de faire ou même d'être qui vous embête que vous ne pouvez pas la changer. Quand on veut, on peut. Cette phrase, je l'aime bien et je l'aime pas à la fois, mais vraiment, si vous êtes motivé pour changer, offrez-vous ce cadeau, quoi. Parce que ça va vous faire du bien à vous, mais aussi à votre entourage et in fine à tout l'environnement, quoi, à cette société qui mérite un peu plus de douceur, de tranquillité, de sérénité, quoi. Voilà. En parlant de douceur, merci beaucoup pour ta douceur pendant cette interview. Ah, merci à toi. C'était très agréable et puis à très vite. Je te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup, à très vite également. Belle journée à toutes et à tous. Merci pour votre écoute. Merci Laura, salut. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'Octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt!